Bonjour à toutes et à tous. Laura d'Ethipop et Alice d'Ethipop. Ethipop, communauté de créateurs engagés, dont la mission économique chez les Manants. On vous accueille aujourd'hui pour une discussion sur le design solidaire avec Vulfran de Panafrica et Mariette d'Applicatis et de Design for Peace. On est vraiment sur un mode participatif, c'est aussi le cas du lieu qui nous accueille, le consulat. Merci toujours. Si vous avez des questions, si vous souhaitez nous interrompre, reprendre l'intervention, vous n'hésitez surtout pas. Et bienvenue à toutes et à tous. Mariette, Vulfran, est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce qui vous a amené à faire ce que vous faites aujourd'hui? Donc, plus un petit peu l'histoire de votre parcours et comment, toi Mariette, comment tu es arrivée à devenir la fondatrice d'Applicatis et de l'ancien Design for Peace. Ok, bonjour à tout le monde. Donc du coup, moi j'ai un profil de juriste à la base, donc je ne suis pas tout à fait prédestinée à lancer un centre de tissage. Par contre, ce qui m'a motivée, c'est que j'avais quand même un profil de juriste, mais je me suis spécialisée dans tout ce qui était droit de l'homme, donc le secteur des ONG. Et j'ai eu une première expérience à Dakar, où j'ai travaillé plutôt dans le cadre d'une ONG qui s'appelait Femmes Afrique et Solidarité sur des questions de plaidoyer. Donc c'était agir lobbying auprès des États africains et notamment des États membres des organisations africaines, de l'Union africaine, pour qu'ils s'engagent fermement en fait en termes de parité et notamment au sein des différentes institutions politiques. Voilà. Après, quand je suis rentrée en France, j'ai travaillé plutôt sur des questions de responsabilité sociétale des entreprises. Donc, ce qui m'a permis de voir comment toutes ces problématiques sociales, sociétales s'appliquaient au secteur privé des grosses entreprises. Et puis après, donc là c'était plutôt sur l'organisation de colloques, de groupes de réflexion, de travail entre des chercheurs en sciences sociales et des cadres des grandes entreprises. Et ensuite, après avoir beaucoup entendu des engagements, des choses comme ça, j'ai eu envie de passer à l'action. Et comme je connaissais le Burkina Faso depuis 2003, parce que j'y avais fait un stage à l'ambassade à cette époque-là, du coup, c'était un pays dans lequel j'avais gardé au moins beaucoup de contacts, de relations. Et c'est un pays qui me plaisait sur le plan humain, notamment, parce que pour le reste, c'est très dur, le climat, c'est pas terrible, c'est très chaud, trop chaud. Quand il fait moins chaud, c'est la saison des pluies, donc c'est des moustiques. Mais humainement, c'est un pays qui est très, très fort. En général, les relations sont très agréables. Et en plus, c'était un pays cotonnier. Donc du coup, comme je voulais avoir un projet qui soit plutôt dans l'économie sociale et solidaire, je trouvais que c'était intéressant d'aller là où il y avait une matière première qu'on pouvait transformer, puisque finalement, je trouvais que le développement, si on voulait agir en faveur du développement, c'était aussi favoriser la transformation de cette matière première dans le pays où elle est produite, plutôt que ce qui se passe en général en Afrique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de matières premières, toujours agricole, minière, mais qu'en général elles sont extraites ou récoltées puis transformées ailleurs. Voilà. Donc si on allait sur la filière artisanale, ça restait à toute petite échelle, mais finalement ça m'allait bien parce que je trouve que la petite échelle permet de préserver une qualité humaine des rapports. Et puis il y avait pas mal de dimensions, une dimension patrimoniale, parce que finalement, je vais à l'encontre de femme peut-être, mais en tous les cas, ce n'est pas que le wax. Et donc à chaque fois que je parlais de tissage africain, on me disait ah oui, le wax de Châteaurouge. C'était il y a un moment que j'ai commencé mon projet, le wax c'était un peu moins à la mode. Mais voilà, dès que je parlais de tissus africains, tout le temps on me faisait référence au wax et je disais bon, le wax il est essentiellement consommé en Afrique, c'était à l'époque, disons, c'était ça. Mais il est rarement, entièrement produit en Afrique. Même s'il y a encore quelques usines qui font l'impression. Voilà, donc il y avait une dimension patrimoniale pour faire connaître ses savoir-faire, il y avait une dimension genre, donc là je reviens un peu à mes prémices dans le cadre de mon expérience en ONG, puisque au Burkina Faso ce sont les femmes qui tissent pour l'essentiel, alors que normalement c'était plutôt un travail réservé aux hommes dans le reste de l'Afrique de l'Ouest. Il y avait une dimension écologique, puisqu'il y avait une filière autour du coton bio qui était en train de se mettre en place, puisque vous questionnez aussi sur les teintures, mais la possibilité d'aller sur les teintures naturelles. Voilà, plus la dimension économique que j'ai abordée au début. Donc ça faisait
finalement pas mal de volets qui ont dit la filière textile intéressante, donc on a commencé comme ça avec le projet autour du textile. Voilà, donc c'est comme ça que je suis à... En fait, au début, je voulais même juste trouver des débouchés économiques, donc créer une marque, et puis voilà, après, je me suis rendu compte que tant qu'on ne maîtrisait pas un tout petit peu la filière, les capacités, tout ça, ça demandait quand même un gros travail d'observation, de formation. Et donc, c'est pour ça que j'ai d'abord laissé tomber le projet d'entreprise pour aller sur un projet associatif et puis trouver des financements. En plus, je me suis rendu compte que la mode, c'était un métier. J'ai un peu d'humilité et que c'est pas parce que je trouvais un petit sac à Monoprix et que je le ramenais aux couturiers sur place que j'allais faire une collection démentielle. Et donc c'était bien de m'associer à des personnes qui avaient cette expertise que je n'avais pas, d'où ma rencontre avec Nathalie qui a commencé sur le projet en tant que directrice artistique de 2013. On a commencé à faire Très bien. Moi, je vais parler un petit peu de la pré-rencontre avec Mariette, mais mon parcours avant Africatis. Moi, à la base, j'ai fait des études d'art plastique à Paris 8, et puis ensuite, je me suis tournée vers la photo, la vidéo, puis la photo. Et j'ai travaillé dans le milieu associatif avec des associations internationales pour tout ce qui concernait la préservation du patrimoine euro-méditerranéen. Donc j'ai travaillé autour des motifs textiles avec les femmes, notamment je me suis intéressée au tissage particulièrement, et puis les motifs. Et ensuite, je fais cette expérience, j'ai décidé de faire autre chose, j'étais intéressée par l'artisanat, le textile, du coup ça m'a ouvert un petit peu ce champ-là créatif. Et j'ai voulu monter une ligne de vêtements avec des artisans en Algérie que j'avais rencontrés préalablement dans mon voyage. Et j'ai travaillé essentiellement autour de la mémoire, autour des tissus, de la mode algérienne qui n'était pas connue, des éléments identitaires, culturels, forts, qui étaient méconnus en France. Et ça m'a intéressée aussi à raconter des histoires par rapport aux motifs, aux costumes. Et puis j'ai arrêté ma marque en 2008 et moi je suis un peu autodidacte dans le domaine de la mode en fait. J'ai jamais fait d'études de mode à proprement parler, donc j'ai repris des cours du soir en stylisme, création textile, sérigraphie. Et pendant quelques années, j'ai travaillé là-dessus pour avoir un certain crédit, on va dire, parce que j'étais plutôt dans la pérégrination artistique, créative, un peu productive, mais je n'étais pas dans le réseau, on va dire, dans les réseaux de la mode collective. Voilà, et puis c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Mariette, en 2012-2013, parce que j'étais intéressée par le tissage. Et qu'au Burkina Faso, je savais qu'il y avait beaucoup de tissage, que les femmes faisaient du tissage qu'on ne faisait pas en Algérie. Et voilà, ça m'intéressait. Et voilà, c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Mariette. Et puis on a tout de suite enchaîné avec une première collection. Et une deuxième, et une marque. Après, on rentre dans cette deuxième phase Africatis. Et du coup, d'Africatis à Design for Peace, oui, d'Africatis à Design for Peace, en fait, on va dire Africatis plus Tissétique. qu'est-ce qu'Africatis? Alors, Africatis, c'est la structure associative qui porte deux projets. Un qui s'appelle Tissétique, la partie tissage. Voilà, Africatis. Et Design for Peace est venu un petit peu plus tard, en 2015. C'est ça, en 2015. C'était 2015, au moment de Mariette. En fait, le HCR, vous connaissez déjà le HCR implanté localement au Burkina Faso. Le HCR. Le Haut Commissariat des réfugiés. Qui avait déjà fait le travail au Burkina Faso, qui connaissait le travail, nous a approché dans l'idée de trouver des projets intermédiaires qui pourraient faire sortir les artisans réfugiés Touareg de leur situation d'urgence
a une autonomie économique avec le savoir-faire qu'il possède déjà et aussi améliorer les savoir-faire et les rencontres pour travailler autour du design. Donc c'est en même temps un projet artistique, mais surtout un projet économique. Bonjour, Franck. Je constate juste que l'auditoire est très féminin. C'est ça. On va encore attendre un peu pour la parité. Moi, je suis cofondateur de Panafrica. Je ne sais pas s'il y en a certains peut-être d'entre vous qui connaissent, c'est une marque de chaussures qu'on a créée avec Hugues, mon associé qui est pas là, qui est en ce moment sur une de production au Maroc. Une marque de chaussures qu'on a créée il y a 1 an à peu près, donc c'est une jeune marque. Moi, je viens pas du tout du milieu de la mode, parce qu'en fait, j'ai fait des études d'urbanisme et d'aménagement du territoire avant de me lancer dans l'aventure Panafrica. J'ai travaillé en gros, après mes études, pendant 3 ans, j'étais à Sorbonne à Paris, et puis j'ai travaillé pendant 3 ans, plutôt sur des projets urbains et d'aménagement, en Ile-de-France principalement. Et j'ai toujours eu, depuis que j'ai quitté mes études, l'envie d'entreprendre. Et puis un beau jour, Hugues, qui était lui, qui a fait pareil, des études, on s'est rencontrés quand on était un peu plus jeune, etc. Lui vivait en Côte d'Ivoire à l'époque, et on avait envie de créer un projet ensemble parce qu'on se connaissait bien. Un projet qu'on voulait dans la mode, parce que c'est quelque chose, c'est un milieu qui nous intéressait pour son aspect créatif, etc. Mais on n'a jamais eu le déclic, etc. Donc il s'est passé des années, et puis un jour il m'appelle, et puis on réfléchit ensemble, on se dit tiens, on va créer une marque de chaussures, mais on a envie de créer quelque chose qui soit pas, qui ait un vrai impact. Donc c'est-à-dire c'est pas créer pour créer, mais c'était de se dire comment on arrive à entreprendre, mais à entreprendre avec du sens, c'est un petit peu le thème de la conférence d'aujourd'hui. Et du coup on a lancé notre marque de chaussures, qui avait, qu'on voulait solidaire, donc dans l'esprit en fait, en termes de production, on veille beaucoup aux conditions de travail des gens avec qui on travaille, on signe des chartes de travail, etc., avec les de fabrication avec lesquels on bosse. On viendra plus en détail après, je pense, plus précisément un petit peu sur ce qu'on fait. Et on a lancé donc une gamme de chaussures. Je n'ai plus d'ailleurs un, parce que si vous connaissez. C'est la future collection, donc c'est ça c'est un décodé. Ce sont des prototypes qui ne sont pas encore complètement finis, etc. On a travaillé beaucoup avec le wax sur la première collection. Comme disait Mariette, effectivement, pour nous, le wax, c'était pas tant se dire le wax, c'est très africain dans l'esprit, etc. Parce qu'on sait que c'est un style qui est importé en Afrique, qui est issu du batik indonésien, etc., qui est encore très peu produit, qui est aujourd'hui très peu produit au final en Afrique, pratiquement peu produit. Il y a du bogolan, il y a plein de choses, il y a du tissu tissé, etc. Nous, on considérait qu'effectivement le wax, on aimait bien ça pour les motifs, ça c'était vraiment pour l'aspect créatif. Ça permettait d'avoir des chaussures qui restaient super modernes, avec des motifs, vous voyez, colorés, etc. Et l'esprit, c'était vraiment ça de la marque, donc on est parti effectivement plutôt sur du wax. On a, nous, cherché à acheter localement, qui est un petit peu un parcours de combattant, parce que ça se fait plus beaucoup. Il y a beaucoup de wax chinois, notamment qui concurrencent les marchés africains, et notamment le marché africain d'Afrique de l'Ouest. Là, c'est du wax qu'on achète, nous, principalement en Côte d'Ivoire, et qui est produit en Côte d'Ivoire. Et on en a certains sur nos collections qui sont produits au Nigeria aussi, notamment sur nos collections. Et jamais en Hollande. C'est beaucoup produit en Hollande, ouais, bien sûr. Ce que je disais. En fait, il y a une grande marque qui s'appelle Visco qui produit en Hollande. Le wax, aujourd'hui, est produit majoritairement principalement en Hollande et en Chine. En Hollande, c'est le wax de qualité qui est produit par Visco, qui est une des grandes entreprises mondiales du tissu wax. Le wax chinois, c'est un wax qui est. Alors, le Visco, c'est imprimé de manière vraiment ancestrale, donc c'est-à-dire c'est des grands rouleaux, ça s'appelle le wax parce que c'est imprimé à la cire sur des grands rouleaux avec différents passages avec les teintes, etc. Ça donne un côté assez ciré, assez beau des couleurs. Après, il y a le wax chinois qui est imprimé de manière, je ne sais pas trop, mais de manière industrielle, qui n'est pas du tout imprimé de manière ancestrale, qui est de moins bonne qualité, qui détend beaucoup, et qui, au-delà de ça, tue vraiment le wax et l'industrie du wax. Et il y a beaucoup, notamment d'entreprises de wax qui produisent en Afrique, qui ont dû fermer leurs portes parce qu'en fait, ils dessinent les motifs en Afrique, ils font imprimer en
Chine et ça revient en Afrique 3 fois moins cher en gros sur les marchés. Ce qui fait que forcément le pouvoir d'achat étant souvent quand même un petit peu limité, les gens préfèrent acheter du watch chinois. C'est un petit peu compliqué et du coup ça tue beaucoup l'industrie. Il reste plusieurs entreprises, mais il y en a une qui est assez connue, qui appartient au groupe Lisco, mais qui est restée en Afrique de l'Ouest, qui s'appelle Miniwax, qui produit et imprime les tissus en Côte d'Ivoire uniquement, qui reste un tissu de bonne qualité, qui est beaucoup plus cher que le wax chinois. Mais nous, auprès de laquelle on a acheté la majeure partie de nos tissus. Après, il y a quelques plus petites usines de production, comment ça s'appelle, le Nigeria, il y en a une au Nigeria, il y en a au Ghana aussi un petit peu. Voilà. Et petite question, c'est Oui. une collection mixte ou la collection On est sur du unisex. Okay. Là, c'est le 42, on va tous du 36 au 45. Et d'ailleurs, on vend principalement en femmes. Enfin, quand je dis principalement, c'est qu'on a 65% de nos clients sont des femmes. Voilà. Quels sont les enjeux quand on décide du coup de se lancer dans le design solidaire et de travailler avec l'Afrique, de la distance, de la culture, c'est pour nous en dire un petit peu plus, surtout sur des projets sur le long terme. Pour nous, pour nous, le principal enjeu, sûrement, aujourd'hui, au démarrage, le principal enjeu, c'était de trouver. Il y a beaucoup de savoir-faire en fait sur le continent. Nous, forcément, on s'appelle Panafrica, etc. Parce que au-delà de ce qu'on fait créativement, il y a un vrai enjeu, c'est-à-dire de se dire comment on crée une chaussure 100% sur le continent africain en ayant une production au Maroc et en achetant nos matières dans d'autres pays, et plutôt l'Afrique de l'Ouest. Donc on a tout un schéma effectivement de fournisseurs, etc., qui se situe sur le continent. Pas en totalité parce que c'est compliqué, mais on va dire en grande partie. Aujourd'hui, une partie vraiment, par exemple sur le coton, aujourd'hui c'est difficile de trouver du coton, qui est effectivement du coton en Afrique, on en trouve, mais qui est ensuite transformé en Afrique sur le continent, notamment au Burkina, etc. C'est des choses qui sont longues, ce sont des cycles qui sont un petit peu longs, notamment quand on travaille dans la mode, on est sur des cycles de collection qui sont hyper rapides, où on doit forcément produire grosso modo 6-7 mois en avance avant de commencer à vendre en boutique. Et du coup, on est sur des cycles qui sont longs, donc c'est vraiment le travail moyen, voire à long terme. Pour nous, la principale difficulté aujourd'hui, c'est plutôt de se dire comment on garde l'esprit du démarrage de la marque, avec aujourd'hui des volumes qui sont forcément plus conséquents. Quand on s'est lancé, on a, par chance, on va dire, trouvé un public qui était attiré par le produit, qui était attiré par l'engagement Panafrica. On a démarré, donc quand on a démarré avec lui, on a lancé notre marque, on voulait vendre 200 paires de chaussures à peu près. En un mois, on avait lancé une campagne de crowdfunding, un peu comme ce que tu disais. Donc en un mois, on a vendu 2000 paires de chaussures. On était au Who's Next, sur le forum des tendances, etc. Donc il y a eu beaucoup de boutiques qui nous ont approchés. On a signé des contrats de distribution avec des boutiques. Donc en fait, on est passé de 200 paires qu'on voulait produire. Et on avait un atelier pour produire ces 200 paires et on est retourné le voir 3 mois après pour lui dire finalement c'est plutôt 6000 paires qu'il faut produire. Et c'est là où il y a un vrai enjeu. C'est-à-dire comment on arrive à rester engagé et avoir une démarche responsable, notamment en termes de production. Quand je parle de la production, c'est des choses toutes bêtes, mais c'est le temps de travail, c'est garantie de congés payés, c'est les couvertures santé pour les artisans qui fabriquent des chaussures, etc., etc. Comment on arrive à maintenir ce positionnement-là avec derrière forcément des quantités à produire. Et ça, c'est vraiment pour nous l'enjeu qui a été le principal enjeu sur lequel on a bossé là les 5 derniers mois. Parce qu'en fait, du coup là on est sur notre deuxième collection qui arrive et qu'il fallait trouver un autre atelier, etc. Parce qu'on ne pouvait pas produire uniquement sur une chaîne de production en maintenant la qualité de travail, la qualité du produit, etc. Et ça, c'était vraiment pour nous le principal enjeu. Au-delà de ça, après forcément le deuxième enjeu qui en découle, c'est l'achat des matières. Parce que qui dit un petit peu plus de quantité, dit trouver les matières, etc. Donc c'est les semelles, c'est plein de choses, hein. C'est le caoutchouc, les semelles, le coton, etc. Et que là c'est forcément compliqué quand on est une jeune boîte, une jeune structure, qu'on ne connaît rien à la chaussure parce que eux non plus n'étaient pas du tout dans le domaine, et que tout d'un coup il faut trouver tous les fournisseurs, que les gens ne croient pas forcément au début à votre projet, donc c'est difficile parce qu'il faut arriver à faire adhérer les gens
projet et trouver ses fournisseurs. Et après, ces fournisseurs-là, il faut acheter des matières. Donc, qui dit acheter des matières, c'est des problèmes de financement derrière aussi, parce que c'est du pré-achat, on va dire. Tout ça dans le temps d'attente des distributeurs Ouais, c'est ça. de produits. Tout ça avec un calendrier derrière qui est forcément pas extensible. Mais ceci dit, on s'en est plutôt bien sorti, on va dire. Il y a plein de choses qui ont merdé sur la première collection. Nous on le dit tout le temps, en termes de qualité, en termes de délai, il y a des gens qu'on a livré un peu en retard et tout, mais ça va, quand je dis en retard, c'est des gens qui nous ont commandé sur les qui ont reçu leur perruque un mois après, donc ça va. Et qui le comprennent, parce que c'est une première collection, ils savent aussi la démarche derrière, donc ils le comprennent. Après les problèmes de qualité, qui forcément on augmente une production, donc ça va un petit peu plus vite, et donc nous, le premier atelier avec qui on a travaillé, il ne travaillait pas sur de chaussures, c'est-à-dire qu'il ne savait rien faire. Il savait faire des chaussures, mais il ne savait pas faire de basket, on va dire. Donc on a tout appris avec lui, quoi, main dans la main, et donc c'est ça qui était intéressant, c'est ça qui était hyper intéressant, qui nous a permis d'apprendre. Je pense que nous, on a pu apporter à notre atelier de fabrication aussi ce qu'on savait sur la qualité d'un produit, sur les normes européennes, sur plein de choses, sur le marketing, sur plein de trucs. Et lui nous a beaucoup appris aussi sur comment on construit une chaussure. Et en fait, c'était main dans la main qu'on a porté ce projet-là. Et c'est ça qui était vraiment intéressant pour nous. Et c'est là où nous, on avait entrepris pour ça, donc on était content de pouvoir démarrer un truc à zéro et monter. Maintenant, quand on voit la chaussure qui commence à être à peu près bien, la qualité est nickel, la semelle plus épaisse, que la semelle est cousue. Ouais. C'est du détail, mais par exemple, sur notre première collection, la semelle n'était pas cousue, elle était un peu plus fine, elle était sur du caoutchouc naturel. C'est juste qu'il n'avait pas les outils pour coudre la semelle, en fait. C'est une machine, ça coûte cher, etc. Donc là, c'est vraiment l'engagement d'une marque à un moment donné de se dire nous, tous les ateliers qui en bossent, on garantit une production annuelle. C'est-à-dire que pour éviter d'avoir des pics de production, etc., et à un moment donné, devoir embaucher des mecs, devoir les virer le lendemain parce que, je sais pas, sur le mois, il y a des mois où vous produisez beaucoup. Donc typiquement, là, on livre les boutiques en janvier pour la collection printemps-été 2017. C'est-à-dire qu'en novembre, décembre, en gros, c'est la production plein régime. Pour éviter d'avoir ça, nous, on a démarré notre production pour 15 jours. Là, mon associé y est parce que, voilà. Alors ça oblige à plein de trucs, quoi. Ça oblige effectivement pour nous à avoir une capacité derrière de pouvoir de lisser un petit peu nos finances, c'est-à-dire qu'on commence à payer la production en septembre, alors qu'on commence à être payé par nos boutiques en janvier. Donc ça demande beaucoup d'efforts pour une marque et ça paraît anodin quand on n'est pas dans le milieu de la mode et tout, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Ça paraît anodin, mais une production, en gros, nous, pour produire 10 à 15 000 paires de chaussures, il faut compter une production qui nous coûte entre 200 et 250 000 euros à peu près. Quand vous avez des boutiques qui vous payent... À 3 mois. Il y en a qui vous payent soit la livraison, soit une partie au moment de la commande. On nous demande systématiquement une partie au moment de la commande. Toutes n'acceptent pas, mais nous, à un moment donné, on est obligé aussi d'être dans nos baskets. C'est soit on fait l'impasse là-dessus, et du coup, on va trouver une usine en Chine, on produit sur un mois 15 000 paires, et ça nous évite d'avoir ces soucis-là. Mais ça, c'est un choix, on ne peut pas changer. Et donc, de temps en temps, ça nous fait perdre des affaires à certaines boutiques qui nous payent en amont. Donc voilà, c'est un peu des enjeux qui sont importants. Du coup, aujourd'hui, vous avez réussi à faire en sorte que le monde de la filière s'adapte. C'est plutôt au niveau de la distribution, il y a encore des choses à faire. Ils comprennent que c'est légitime quand on est dans une démarche de design hôtelier. Pour moi, c'est vraiment au niveau de la distribution qu'il y a vraiment un souci aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est rare. Il y en a qui comprennent. Alors nous, on est une jeune marque, donc il y a beaucoup de boutiques qui aiment beaucoup le produit et qui sont prêtes à nous aider. Donc à payer, 30% à la commande à peu près. Donc c'est ce qu'on demande. Ça ne paye pas toute la production, mais ça nous permet quand même de souffler un petit peu. Et d'éviter d'aller voir la banque tous les 3 mois pour dire on a besoin d'un peu d'argent. Parce que la première fois ça va, mais au bout de la troisième fois ça devient compliqué. Non, donc pour moi c'est vraiment, effectivement en termes de distribution c'est compliqué. Parce qu'on est sur des rythmes qui sont serrés, on reste sur des calendriers qui sont tous les 6 mois nouvelle collection, etc. Donc on est vraiment dans un calendrier qui est serré. Et derrière, un projet engagé, ça veut dire forcément un projet sur le long terme, ça veut dire un projet qui se réfléchit. Ça veut dire qu'on a besoin de temps aussi pour monter les choses et pour faire adhérer les gens autour de nous à un projet et à un concept. Et c'est ça qui est compliqué en fait. C'est deux calendriers qui ont du mal à se comprendre. Et puis effectivement des boutiques qui me disent souvent c'est cool, votre projet il est cool, c'est engagé, c'est solidaire, ça va plaire à mes clients.
moi j'ai pas 30% à mettre à la commande sur une jeune marque, prends pas le risque, etc. Et c'est ça qui est compliqué. Alors heureusement tout le monde n'est pas comme ça, mais c'est souvent compliqué. Et est-ce que ça se compense avec votre shop du coup? Ouais, ça se compense. Alors nous, on a eu un système un peu particulier, c'est qu'on a très vite commencé en wholesale, donc c'est-à-dire en vente distributeur tout de suite, parce qu'on a connu un bon succès. On a même eu la chance, parce que je disais, il y a des boutiques pour qui c'est compliqué, mais ce qui est marrant, c'est que c'est pas forcément les boutiques auxquelles on pense. Il y a des boutiques qui sont des petites boutiques indépendantes. On va se dire, bon, ça va être plus facile effectivement de vendre un projet et d'expliquer pourquoi à un moment donné, nous on a besoin de commencer la production tôt, donc on a besoin de prendre des commandes beaucoup plus tôt que d'autres marques, que du coup on a besoin de prendre un compte à la commande, etc. Il y a des petites boutiques qui ne les comprennent pas, alors qu'on a eu affaire à des gros distributeurs. Quand je dis gros distributeurs, c'est des réseaux de boutiques. On a un réseau de boutiques qui nous vend dans 28 villes de France. Ça, c'est des gens qui comprennent. Qui n'ont jamais eu l'habitude, par exemple, de payer, et eux, c'est des gens, toutes les marques qui ont travaillé chez eux, ils n'ont jamais eu l'habitude de payer des acomptes à la commande, parce qu'en fait, c'est en position de force, forcément, c'est des gens qui ont un volume qui est conséquent et qui permet à une jeune marque comme la nôtre vraiment de se lancer, de se faire connaître, mais qui comprennent, qui passent en comité interne, et qui disent, bah voilà, on ne le fait jamais avec les autres marques, mais là, il faut payer 15 mois, c'est 30, c'est 15%, etc. Mais c'est marrant parce que c'est pas forcément les gens auxquels on s'attend. Et après, nos ventes boutiques, du coup, c'était un peu particulier parce que nous, on avait arrêté la production. Du coup, on avait assez peu de stock à vendre sur notre e-shop. Donc, on a vendu sur notre e-shop un gros rythme au début. Et en fait, on a quasiment tout vendu assez vite. Donc là, on a très peu de stock. Il doit nous rester 200 paires à vendre. Donc forcément, le coût est beaucoup moins important parce qu'en fait, on a quasiment plus. On a presque 3-4 modèles sur des tailles 45, 36 trucs, donc c'est difficile pour un client qui arrive sur notre e-shop pour trouver la paire de son choix, la bonne taille, etc. Mais ça va être un enjeu l'an prochain aussi, d'être peut-être moins dépendant aussi de la distribution classique et de vendre à travers notre e-shop. Effectivement, c'est un des chantiers. Marie, de ton côté, quels sont les enjeux pour vous? Bravo, déjà, parce que franchement, de commencer avec un petit atelier comme ça et puis d'aller un an après sur le on n'en est pas. Donc, voilà, en fait, je vais démarrer juste la partie enjeux sociaux, puis après Nathalie expliquera plus certainement la démarche artistique. Et on va parler plutôt de design for peace au nouveau projet, parce que je crois que c'était pour ce projet-là qui nous avait sollicité. Et donc du coup, Design for Peace, en fait, les enjeux, bon déjà, en fait, c'est pas nous qui avons décidé des enjeux, puisque là, c'était les Nations Unies, l'agence des Nations Unies qui travaille pour les réfugiés, est venue nous voir il y a à peu près un an. Parce qu'ils avaient donc, comme je disais, Nathalie, vu un peu et notre démarche, et puis les produits de la première collection d'accessoires textiles. Et ce qui leur plaisait, c'était vraiment ce mix en fait entre les savoir-faire et puis la touche d'innovation qu'on apporte de manière à ce que ça puisse correspondre à des tendances physiques. Puisque, comme disait Lefranc, en fait, au niveau du tissage, quand on est sur du tissage, le tissage artisanal, il y a eu un essor à un moment du fait de l'accompagnement par les politiques du temps de la révolution de 1904. Donc vraiment un grand panafricanisme et du coup qui avait vu que c'était un vrai levier de développement et d'autonomie pour les femmes et donc du coup qui avait poussé tous les membres du gouvernement à s'habiller en costume traditionnel de manière à ce que ça propulse en fait tout ce pan d'activité lié au tissage, des développements de tissage des femmes. Mais ça n'a pas été repris, en tous les cas pas à cette échelle par le gouvernement qui l'a succédé. Et donc du coup ça s'est un peu essoufflé et pourtant les femmes elles étaient organisées, elles continuaient à tisser, donc il y avait déjà beaucoup de femmes qui tissaient, il y a beaucoup de femmes qui tissent en présent, et elles se font concurrence entre elles, et puis après, même si c'est pas une traditionnelle, ils sont de temps en temps copiés par les Chinois, plus l'engouement pour la mode occidentale et donc la friperie ou la contrefaçon qui arrive à des prix accessibles sur les marchés locaux. Tout ça fait que le tissage devient un produit un peu de luxe réservé à certaines cérémonies. Mais du coup, les femmes ont du mal à en vivre. C'est une vente ponctuelle de temps en temps et que souvent elles se retrouvent avec un stock et quand elles ont du stock, elles vont voir des revendeurs locaux qui là rognent leur marge. Et puis en plus, comme elles ne savent pas très bien calculer et leur coût de revient, les matières premières, leur travail à elles,
bon, je pense que des fois, elles vont même à perdre sans s'en rendre compte. En fait. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on les accompagne de manière à pouvoir aussi sortir du seul marché local pour aller à la fois sur le marché local et international avec d'autres produits que le pain tissé. En fait. Alors, toute cette démarche, du coup, je suis désolée parce que c'était même pas bien en ça me... Bon, Non, mais c'est tout ça pour dire que... la démarche est deux. Tout ça pour dire que, voilà, c'est grâce à la forme aussi de Nathalie, sur la première collection d'accessoires textiles, qu'on a réussi à faire ce mix innovation-tradition et que le HCR nous a abordé parce que le HCR est présent au Burkina Faso. Il y a 2 camps, on avait plus, maintenant tous les réfugiés sont venus dans 2 camps, qui regroupent à peu près 30 000 personnes. J'insiste un peu sur les chiffres parce que quand ici en France on est là, on va accueillir 30 000 personnes. Est-ce que ça représente 30 000 personnes pour un pays dit comme un des plus pauvres du monde, le Burkina Faso, et qui n'est jamais ça en avant? Nous avons une vraie politique d'accueil, ils sont certainement un peu organisés par les Nations Unies, mais quand même, voilà. Donc 30 000 personnes qui sont dans des camps au nord du Burkina Faso. Ce sont des Maliens qui ont fui le conflit au Nord Mali et qui sont là depuis 2012 pour la majorité d'entre eux. Donc 2012, 2016, on arrive à 2017, ça va bientôt faire 5 ans. Quand on est réfugié depuis plus de 5 ans et qu'on a peu de perspectives de retour immédiat dans son pays d'origine, ce qui s'avère être quasiment leur cas, parce que les 5 ans, il sera bientôt, on rentre dans un statut, il y a une catégorie définie par le HCR, qui est celle des réfugiés en situation d'exil prolongé. Et donc, voilà. Et la moyenne aussi, c'est aujourd'hui dans le monde, 17 ans en moyenne de vie dans un camp pour les réfugiés. Dans les conditions qu'on connaît. Donc, et en 10 ans, la communauté, la population des réfugiés a doublé. On est maintenant à 60 millions, mais il y a 10 ans, on est à 30 millions. Donc, ça fait des infrastructures en plus qui sont très lourdes, les camps, et qui ne sont pas du tout adaptées à des existences prolongées, en fait. Normalement, c'est vraiment pour gérer l'urgence. Donc, du coup, le HCR est venu nous voir avec l'enjeu qui est il faut réfléchir très vite à l'après-camp. Et donc, réfléchir à l'après-camp, c'est faire en sorte que les réfugiés puissent assez rapidement sortir de la situation d'assistanat dans laquelle ils sont actuellement, parce qu'ils sont en plus très très pris en charge par le HCR, mais qui a de plus en plus de mal à trouver des financements pour gérer toute la logistique des camps, et soit retourner dans leur pays, mais c'est difficile parce que le conflit a tendance à perdurer. Voilà. Donc du coup c'est compliqué parce que là ça veut dire développer une activité économique, mais pour l'instant développer une activité économique dans des camps. Si on leur passe des commandes dans des camps, les camps sont en zone rouge, donc on ne peut pas y aller dans ces camps. Donc allez, à un moment, il faut y aller régulièrement pour faire du contrôle qualité, s'il y a un changement d'échelle, se préparer à ça avec les artisans. Voilà, donc tout ça, ça fait qu'il y a beaucoup de choses compliquées, donc c'est un vrai engagement. C'est un vrai engagement. On a pu commencer le projet grâce à un financement du HCR qui ne nous a pas plu vers nous, donc après ça a été beaucoup aussi d'engagement du bénévolat. Mais ce qu'on a décidé en fait dans la première phase du projet, c'est d'organiser une rencontre pour faire en sorte qu'il y ait 20 artisans sélectionnés par le HCR qui viennent à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Et nous, de notre côté, on a sélectionné 6 jeunes designers avec un appel à la candidature qui a été diffusé et relayé par les écoles d'art. Donc, Boule, Alexis, Dupéré, on a eu pas mal de candidatures. Et suite à ça, on a pu en sélectionner 6 avec des profils assez complémentaires et qui sont venus sur le terrain pour participer à la première phase du projet qui était vraiment sur comment intégrer l'innovation dans des savoir-faire qui sont entre le coup très traditionnel du mariage ancestral. Donc voilà, donc ça c'est cette résidentielle que Nathalie a eu à piloter sur le terrain. Oui. Donc, l'idée c'était d'encadrer, de coordonner 7 designers français, en fait, parce qu'on a une designer qui faisait partie de l'équipe, parce que même on était une équipe
aussi de bénévoles qui étaient très intéressés par le projet, parce que c'est aussi très intéressant, tant au niveau artistique que social, politique aussi, parce qu'il s'agit quand même de réfugiés maliens, du HCR, donc il faut savoir aussi où on met les pieds, l'ONU, tout ça, ça peut faire un peu peur. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est de piloter, des designers pour arriver à la fin à avoir une collection qui soit cohérente sur le marché du design objet, avec des matériaux locaux, essentiellement, exclusivement même, et des savoir-faire des artisans et des jeunes designers qui pour la plupart n'avaient jamais été en Afrique, n'avaient jamais beaucoup voyagé, très jeunes, avec plein d'idées évidemment, donc réussir aussi à canaliser et à arriver à avoir une collection qui soit facilement reproductible, avec des matériaux qu'on peut trouver aussi facilement. On a été confronté aussi à un problème de saison, des matériaux qui sont saisonniers comme les canvas ou le cuir même qui est de meilleure qualité à certains moments de l'année, les calebasses qu'on ne trouve pas à d'autres moments de l'année, tout ça, voilà, essayer de gérer ça pour la production. Et puis, comme tu l'évoquais aussi, à un moment donné, avancer le changement d'échelle, passer du prototype à une production. Voilà. Et ça, c'est très compliqué à mettre en place, surtout avec des artisans réfugiés qui travaillent dans les camps. Donc certains travaillent à Ouagadougou, d'autres dans des camps. Comment nous, on peut assurer une production, des délais, une qualité aussi, avec tous les objets qui ont été élaborés pendant cette résidence. Et vous avez réussi du coup à amorcer un rythme. On parlait d'abord de rythme de collection, donc c'était un temps de production, un temps de production là, un temps pour le distribuer. Là, du coup, quand j'entends ça, je pense à la campagne Ulule, le temps, les 30 jours, sur place. Heureusement qu'on n'a pas eu le succès que vous avez eu. Oui, c'est vrai, finalement, on serait parti. on a quand même, c'est-à-dire que voilà, on lance une campagne. Ça va faire de l'argent, puis c'est arrivé dans la nature. Et finalement, on ne sait pas si on va la réussir ou pas, c'est un pari. Donc, et puis finalement, on réussit, parce qu'on y met aussi tous les moyens. Et là, il faut se mettre en marche. Donc ça nous permet aussi, cette campagne de crowdfunding, aussi, c'est des gens qui sont investis dans le projet. Voilà, ça nous permet, nous, de mettre au point certaines choses, de changer éventuellement, de faciliter la production, d'enlever des étapes, de faciliter, de modifier un peu les objets, en concertation aussi avec les designers de temps en temps. Aussi sur les aspects techniques, notamment, pour illustrer, j'ai parlé de bases en calebasse qui nécessitent de coller un matériau qui est lisse, comme la corde en nylon. Donc, qui est en fait un matériau qu'on trouve localement mais qui n'est pas à l'ordre de la famille, c'est le seul dans les matériaux utilisés. Comment on arrive à adhérer ce matériau avec les outils et les moyens qu'on trouve sur place. Les outils qu'on utilise en Afrique ne sont pas les mêmes qu'on utilise en Europe, et quand on lance une production, on reste dans un schéma très 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 artisanal. Donc on a des difficultés, ça n'adhère pas, il y a une pluie forte, ça se décolle, qu'est-ce qu'on fait? On est toujours un petit peu en train de gérer des problèmes un petit peu embêtants par rapport à la mise au point des produits. Et ça, en fait, comme on est toujours dans l'urgence, c'est-à-dire qu'on termine un échantillonnage, une mise au point, mais la mise au point en réalité elle n'est pas complètement finie. Il nous faudrait en réalité plus de temps pour mettre au point les objets, mais du coup, on est confronté à gérer tout ça en même temps. Donc juste peut-être une petite déduction, et ça, je pense que ma déduction aussi peut-être de prendre, c'est qu'on ne peut pas être seul, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être seul à s'engager. C'est-à-dire qu'il faut que quelque part, nos premiers à avoir passé des précommandes s'engagent aussi, soit aussi dans la compréhension, comme tu disais par rapport aux distributeurs, c'est-à-dire que si eux ne sont pas prêts à jouer le jeu, mais que ce jeu-là soit de plus en plus nombreux
à les jouer de manière à ce qu'ils deviennent la norme. Parce qu'en fait, on voit bien qu'on est dans une mode, la production de masse qui est devenue un peu délirante. Et donc, si chacun n'accepte pas de faire un effort, nous, on a fait un énorme effort. C'est-à-dire qu'on a fait toute cette phase-là de façon bénévole. Bon, voilà. Les designers aussi, ils sont venus de façon bénévole. On s'est d'autant plus engagé parce qu'il y avait eu des attentats 3 semaines avant au Burkina Faso et qu'on a été obligé de tout réorganiser à la dernière minute, de décaler 3 semaines, de se retrouver dans la période la plus chaude où on avait 45 degrés en moyenne la journée et 39 degrés la nuit et on avait la clim, on était sans confort. Donc voilà, que les designers ont accepté de manger du riz. En fait, ils ont vécu aussi au contact. Ils ont vécu au contact des artisans et quelque part, je pense qu'il y a ce volet-là qui est important, c'est-à-dire que même si nous, je dis c'est un peu le colonel du design, en même temps, je pense que ce qui était important là, c'est qu'il y avait une vraie rencontre entre le designer qui est sur la place de conception et puis les artisans, de manière à ce qu'à un moment, le designer tienne compte vraiment en amont, avant même de concevoir, des réalités de production. Voilà, parce que je pense que trop souvent, en fait, les milieux sont scindés, cloisonnés, et que ceux qui sont à la créa sont sur des logiciels, des choses comme ça, mais ne rencontrent pas forcément ceux qui sont sur la production, et que cette distanciation en fait entre ceux qui produisent et ceux qui créent, et puis quelque part aussi une certaine forme de condescendance de celui qui crée, qui est mise en avant par rapport aux petites mains du famille derrière, par rapport à celui qui fait. Je pense que là aussi il y a peut-être quelque chose à inverser ou à rééquilibrer. Donc voilà, donc je pense qu'on peut être nous des acteurs, mais à partir du moment où à un moment les choses ne vont pas être distillées en fait aux différents échelons engagés sur ces processus de création, de fabrication et de distribution, on sera des couteaux simplement un peu stériles. C'est pour ça que du coup, le premier maillon de la chaîne, entre guillemets, qui doit s'imprégner et comprendre que ce soit ces temps de livraison, c'est le citoyen, ce qu'on disait toujours. Et en plus, vous avez même parlé du challenge de la langue, qui est la petite cerise sur le gâteau, parce qu'on va devoir recréer un langage entre les artisans, les designers, comprendre toute cette culture, aller à l'étranger, etc. Il y a aussi, on ne parle pas forcément la même langue, on ne parle pas du tout. Oui, mais alors justement, cette barrière de la langue, c'est intéressant parce qu'on est obligé de trouver un autre langage. C'est ça. Donc là, on arrive effectivement à des points au niveau créatif qui sont intéressants. Pendant la résidence, j'ai parlé toujours de co-création parce que je voulais que les artisans soient impliqués aussi dans la création. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé sur un terme qui les concerne, donc transhumance, qui permettait de parler essentiellement des Touaregs et de mettre au cœur des enjeux artistiques et puis aussi voilà, des enjeux du projet. Et c'est vrai que les designers ont apporté cette notion sophistiquée du design que les artisans ont du mal à concevoir, parce qu'ils sont dans... Voilà, en fait, c'est vrai qu'eux travaillent des choses dont ils ont l'habitude de travailler. Il y a une évolution, bien sûr, mais elle est lente, en fait, parce que les artisans ne travaillent pas comme nous avec des images qu'ils ont pas tout leur temps, les designers, ils sortent de l'école, ils sont formatés, ils ont une manière de travailler didactique, alors que les artisans, eux, ont une façon de travailler dans la répétition, dans l'imitation. Voilà. Donc en fait, c'est vrai que justement, par rapport au langage, réussir à réunir et mettre les langages au même niveau, c'est là où on arrive à avoir des créations dans un réel échange. Enfin, c'est ce qu'on a voulu arriver au maximum. Mais ce qui est beau, c'est vraiment on se rend compte, en ayant vécu ces 50 jours, nous c'était les premières, on n'avait jamais fait de résidence apparemment avec autant de monde, c'était presque 100 personnes, que le geste a son propre langage en fait. Et que en termes d'intégration, il y a certainement quelque chose à creuser parce que le faire ensemble et puis de s'observer par le geste, ça fait que ça permet vraiment de s'approcher, de se comprendre autrement que par les mots en fait. Et les mots peuvent enfermer, les mots peuvent créer de l'incompréhension, alors que finalement le geste permet de dépasser ces incompréhensions dues au langage verbal. Et votre collection sort quand même.
fait, pour le moment, nous, on cherche à vendre plutôt des réseaux distributeurs. La collection, en quelque sorte, elle est déjà sortie. Elle a été exposée. Elle a fait l'objet, en fait, cette collection, ces prototypes. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas fonctionner comme... c'est un petit peu un projet à part, dans le sens où on ne se cale pas sur un calendrier de la mode ou du design classique. Donc, en fait, elle est déjà sortie, elle a été exposée, et maintenant, elle va être vendue. Donc avant d'être vendue, là, il va falloir qu'elle soit produite. Donc, on va participer à des salons comme Maison et Objets au mois de janvier pour lancer des productions. Qu'elle soit présente dans les boutiques, etc. À l'international. Ça, c'est, on espère. Okay. En fait, la campagne de crowdfunding a permis déjà de faire des précommandes, ce qui pour nous était essentiel, en fait, parce que c'était une phase qu'on ne pouvait pas faire financer par des bailleurs, l'ONU ou autres, et en même temps qui nous permettent vraiment d'avoir les retours pour faire des ajustements, pour savoir qu'est-ce qu'on met dans le catalogue, qu'est-ce qui est au point, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui doit être revu un peu dans l'organisation de la production aussi. Donc là, on est en train de faire tous ces va-et-vient avec les artisans pour se préparer à la phase commerciale. Je voulais juste rajouter une chose, parce que je trouvais intéressant, je posais la question tout à l'heure, Laura, de savoir les enjeux quand on va bosser sur le continent africain. Et Marie, du coup, disait quelque chose qui était très vrai pour nous et que je trouve hyper important et qu'il faut souvent redire. C'est que si on se met tous au même niveau, qu'on a tous à apprendre les uns des autres, enfin, c'est un peu banal ce que je dis, mais en fait on le voit souvent, en fait, quand on arrive, on a l'impression qu'il y a ceux qui réfléchissent, ceux qui exécutent, les fournisseurs, etc. Mais si on arrive dans une espèce de logique, comme tu disais, où ceux qui réfléchissent, ils aident aussi un peu à la production et vice-versa, etc. Du coup, on est dans quelque chose, dans une vraie émulation pour créer un produit. Donc toute la chaîne de la réflexion, la production, les fournisseurs, etc. C'est une chaîne intelligente et tout le monde est fier de créer quelque chose dans le même objectif en fait. Et pour nous, je pense que quand on est arrivé, on ne savait rien faire, donc forcément on est arrivé un petit peu la tête basse, on va dire. Et du coup, ça a vachement aidé derrière pour pouvoir travailler sereinement, avoir des gens qui nous écoutaient, etc. Et voilà, c'est juste ce que Mariette en parlait, je trouve ça vraiment important que si on met en avant aussi le travail des petites mains, on va dire, parce que ça reste des petites mains, souvent on est dans des usines où il y a des petites mains, où il y a des gens qui travaillent, ils ne sont pas payés hyper cher, même si nous on veille à ce qu'ils aient le salaire minimum, etc. Ça reste des petites mains, mais ils sont fiers de ce qu'ils font, quoi. Nous on va les voir, on y une fois par mois, et c'est hyper cool de voir le mec sourire, de dire non, il faut peut-être plus faire comme ça, juste avant de mettre là c'est dans la boîte, là dans la boîte il a ce mal, donc il faut lui expliquer, etc. Mais ça reste toujours fait de manière, je pense, intelligente. Du coup, tout le monde le comprend quand il y a quelque chose qui va pas, on le dit, etc. Ça paraît bête, mais pour nous, c'était vraiment, ça nous a beaucoup aidé, je pense, à avancer rapidement. Dans cette intelligence-là, en fait, c'est l'interculturalité, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'aller sur les continents africains, c'est aussi aller et se confronter à d'autres types de fonctionnement et puis y aller avec humilité. Parce qu'en fait, à partir du moment où on cherche à reproduire un système qui, chez nous, en plus, est en train de montrer ses propres faiblesses et failles, du coup, voilà, ça risque de ne pas marcher. Déjà, ça ne marche pas ici, mais alors encore moins là-bas. Et on se rend compte, nous, par exemple, on a un peu d'absentéisme, mais qui est un peu inhérent à l'Afrique, dans le sens où le travail n'a pas tout pris de la vie sociale, on va dire. Et donc, du coup, il reste plus ou moins à sa place, et chacun a des responsabilités sociales par ailleurs. Notamment, il y a un décès, les hommes doivent aller croiser parce qu'il n'y a pas de système de prévention avec des assurances qui permettent d'être couverts. Donc du coup, c'est chacun qui intervient, chacun qui va creuser. C'est pour le côté un peu pas sympa. Mais pour le côté plus sympa, mariage, baptême, il faut faire la fête. Les femmes du voisinage vont toutes en fait aller aider à la préparation du repas, tout ça. Et en fait, leur réputation serait complètement anéantie si elles avançaient comme argument « je ne peux pas, je travaille ».
C'est-à-dire que ce serait même pas concevable, c'est pas recevable, ce serait mais qui es-tu pour mettre le travail en première considération de la ligne de ton existence. Et donc du coup, ça fait que, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est-à-dire qu'on va pas mettre des blâmes à chaque fois qu'il y en a une qui prétend ne pas être là à cause d'un baptême. Donc du coup, ça oblige à beaucoup d'inventivité en fait, et de concertation aussi, de manière à voir comment on peut inventer des organisations de travail qui soient compatibles avec ces existences. Et du coup, alors là, c'est plus pour la suite. Donc, toute cette réflexion, toute cette collaboration, je sais que dans le cadre de design d'entreprise, par exemple, on est à 50, 50 artisans. Quelle est votre envie, objectif, ambition parce qu'on ne parle pas en termes de produits, mais on parle en termes d'artisans qui gagnent en autonomie. Du coup, quelles sont vos envies sur cet aspect-là? Les enjeux, quand c'était fixé, c'était aller jusqu'à 200 artisans artistiques. Mais il y a des par paliers. On a une première production avant, on a une première collection en fait, avant la résidence artistique, qui est plus facile. On a été moins sur l'innovation. Du coup, celle-là, on a déjà le catalogue, tout ça, on est déjà en train de démarcher, y compris des distributeurs aux États-Unis. C'est celle qui a été présentée pendant la campagne ou c'est Non, on a un peu moins innovant en termes de croisement technique et matériaux. Et donc, c'est ça, on est déjà en train de. Que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'innovation, justement? L'innovation, en fait, par rapport à la première collection, l'innovation, effectivement, elle était dans l'échange. Il y avait vraiment une réflexion autour de l'objet, autour de son histoire, autour des échanges techniques et créatifs constants, parce que, par exemple, comme un designer, par exemple un étudiant qui était à Boulle, lui, il a une connaissance technique avec les matériaux, les artisans en ont d'autres, et confrontés, voilà, ça donne de la marqueterie de Rognier, ça donne des innovations, d'emballage, de canvas, c'est ça, voilà, du tissage, de différentes formes, du gainage de cuir, qui est vraiment la spécialité Touareg, que les designers ne connaissaient pas. Voilà. Donc je pense que voilà, c'est dans l'innovation, dans la construction de techniques et puis créatifs dans les deux sens. C'est-à-dire que les artisans aussi étaient concernés, se sont sentis avec des velléités créatives pour pouvoir répondre aussi aux designers. C'était notre. En fait, c'est là que je parle d'innovation, c'est-à-dire un apport effectivement du design, mais avec des techniques issues de deux univers. Un syncrétisme créatif. C'est ça. En fait, il y a par exemple des techniques comme des matériaux, comme le gainage du cuir, qui est normalement utilisé sur du contreplaqué, et là qui a été transposé sur un autre matériau et testé sur la calebasse, par exemple. Donc les valses, on a fait le gainage du cuir sur la base de la calebasse, et voilà. Donc du coup, c'est des associations de matériaux, mais à partir de techniques maîtrisées, mais où on a introduit, on a essayé de transposer sur d'autres matériaux. Ou le cuir qui a été perforé, et puis là on a intégré la chambre à air, en fait. Donc le caoutchouc de la chambre à air. C'était une dynamique aussi d'upcycling, de réemploi. Et donc voilà, un tissage mixant le cuir et la chambre à air de toute façon. Et ils connaissent le cuir, ils connaissent la chambre à air, mais ils ne pas associés comme ça. Donc finalement, c'est en prenant le temps d'expérimenter, d'être d'abord sur les tests de matériaux avant d'être même sur les objets, qu'il y a des choses qui ont émergé comme ça, qui étaient assez inattendues. Il y a eu beaucoup de choses inattendues. Et Vulfran de quoi, les enjeux à venir enjeux à venir. L'ambition. Oui, et surtout, tu m'as parlé de travailler encore un peu plus main dans la main et peut-être monter vos propres ateliers. Je pense que ça va aussi dans cette réflexion d'indépendance et travailler plus main dans la main. On a le problème des entrepreneurs, c'est qu'on a plein d'idées à la fois. Donc là, j'allais rester sur quelque chose de concret qui était déjà, c'est ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais c'est de pouvoir un petit peu s'industrialiser, c'est-à-dire d'arriver à répondre à une demande qui est forte, etc. Parce que nous, c'est une entreprise et on doit en vivre aussi. À un moment donné, il ne faut pas se mentir, on attend de gagner de l'argent, etc. On a beau se dire, il faut de
on a envie d'avoir un impact solidaire, un impact social, etc. C'est important, mais il ne faut pas oublier aussi que le propre d'un entrepreneur, c'est de bosser pour lui-même. Et les d'en engagements vivre aussi. que vous pouvez en vivre et que eux peuvent en vivre. Voilà, et nous, vraiment, les logiques importantes, c'est de maintenir, de pouvoir se développer tout en conservant notre discours qu'on a au départ et notre ambition auprès de nos ateliers, auprès de nos fournisseurs, etc. Et après, on aimerait effectivement aller plus loin. On aimerait aller plus loin dans la démarche. On est en train de discuter ce que je te disais. Alors là, c'est un peu des choses aujourd'hui, c'est quel état de projet. Après, on sait aussi que les projets, ça peut aller vite quand on entreprend. Donc voilà, ça c'est nous qui impulsons tout ça et c'est la réflexion qu'on a. Et on voulait effectivement pouvoir externaliser une partie de notre production. On fait aujourd'hui au Maroc, au Burkina Faso. Il y a un autre groupe en fait qui veut faire des chaussures, qui a un projet depuis une dizaine d'années de monter une usine de fabrication de chaussures au Burkina Faso. Voilà, on les a déjà vu plusieurs fois, on les revoit en octobre. Ce serait mutualisé ou ce serait eux qui... C'est eux qui ont créé l'usine. D'accord. Je ne peux pas trop en dévoiler, mais c'est un industriel français qui travaille depuis de nombreuses années en Afrique et notamment au Burkina, il y a habité, etc. Et qui avait envie d'enseigner une marque de chaussures. Très bien. Et du coup, et en embauchant des gens qui sont burkinabés, etc. Enfin, voilà, avec une vraie logique sociale, de dynamisation, etc. Une charte des engagements. Et du coup, quand on s'est rencontrés, on s'est dit, tiens, il y a peut-être des choses à faire parce que nous, effectivement, c'est des choses auxquelles on réfléchit. Et l'idée étant de pouvoir effectivement mutualiser un petit peu pour nous ce que ça coûte, quoi. Parce que ça coûte de l'argent, de créer une usine, d'embaucher des gens, etc. Et forcément, quand on est deux sur un projet, c'est mieux que d'être tout seul. Ça permet de mutualiser beaucoup de choses. Et donc ça, c'est en discussion. C'est en discussion. Il y a cette première chose. Deuxième chose que j'ai pas dit au départ, c'est parce qu'on est parti plus sur la question de production, etc. C'est que nous, on a créé, au moment où on a créé la marque, un programme parce qu'on voulait justement avoir un fort impact, et notamment pour l'éducation. Alors, du coup, on avait créé un programme qui s'appelle Work for School, qui existe encore, etc. On reverse 10% de tous nos bénéfices à des associations qui œuvrent pour l'éducation au sens large, enfin pour l'enfance au sens large, donc éducation, accès aux soins, etc. On a travaillé avec deux associations jusqu'à présent, il y en a une au Bénin et une au Cameroun. Au Bénin, c'est Sport d'Afrique. Et là, on met des kits scolaires à des enfants qui n'ont pas les moyens, enfin les parents n'ont pas les moyens de payer les matériels scolaires pour que les enfants puissent aller à l'école. On y va le 14 octobre pour une journée de remise de kits scolaires pendant toute une journée. Et donc là, on équipe 2000 élèves à peu près, dans 8 écoles différentes. Et puis, on travaille avec une autre association qui est la Serge Betsen Academy. Serge Betsen, c'est un ancien rugbyman que peut-être certains connaissent, qui est assez connu, qui a créé une association qui est franco-camerounaise et qui a créé la Serge Betsen Academy. Il a construit 5 centres scolaires et en gros, il travaille à la réintégration de jeunes un peu défavorisés, en difficulté, on va dire, sortis du système scolaire, etc. Qui cherche à remettre dans le circuit grâce au rugby. Et du coup, il a créé les centres, ces centres de pensionnat, il leur apprend les règles du rugby, qu'ils ne connaissent pas du tout là-bas, donc les jeunes sont hyper contents, ils apprennent le rugby. À travers le rugby, forcément, ce sont des valeurs, n'importe quel sport, ce sont des valeurs de cohésion, d'entraide, de combativité, etc. Et puis, ils payent le salaire de professeur, etc. Et là, on les aide dans toute cette démarche-là, pour les 5 centres. Donc, ça représente 500 élèves à peu près. Et on cherche... Ils cherchent à construire un 6e centre. Et donc on est en discussion pour voir comment Panafrica pourrait rentrer dans cette démarche-là. Et l'idée pour nous, à moyen terme, c'est de pouvoir développer ça plus en adéquation avec notre cœur d'activité, qui est la production et la vente de chaussures. Et dans la mode, et donc ça serait plutôt viser aussi des associations de formation. On parlait notamment d'Africatis, d'associations de tissage, etc. Donc d'aider à la formation de certaines associations qui forment des gens dans des métiers d'artisanat, et de pouvoir réutiliser le produit fini sur nos créations. Et c'est un peu l'idée que nous on a. Donc
différentes associations. Le but, nous, après, c'est pas d'avoir 15 000 partenaires, d'en avoir un sur qui on peut compter et un qu'on va aider à apporter un projet sur le long terme, ce qui est important. Parce que nous, forcément, on a une marque derrière, on sait que c'est un enjeu financier pour les associations. Des bénéfices de Panafrica, ça représente quelque chose, mine de rien. Et l'idée d'avoir une porte d'entrée dans une association, à la formation, etc., et une porte de sortie en pouvant réutiliser la matière sur nos créations, et par ce biais-là aussi faire connaître l'association, faire connaître ses activités, etc., c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on mettra en place très prochainement. C'est plutôt riche. Est-ce que vous avez des questions par rapport au projet, ce que vous avez pu entendre là? Vous parlez, on parle tous de liens à avoir avec les artisans et les créateurs artisans. Et du coup, je me demandais comment vous aviez pallié ça avec les résidences d'artistes. Combien de temps ils vont rester, combien de collections, est-ce que vous avez changé à chaque collection? Bon, là, on a lancé une première collection et en fait, c'est vrai que je rebondis, en même temps, je vais essayer de répondre à des questions parallèlement, mais sur la notion de formation. En fait, les formations comme la résidence artistique, ça permet aussi de mettre des tissages ou des objets au point qui puissent en même temps être traditionnels et en même temps être cohérents dans l'univers du design et de la mode. C'est vrai que la formation, pour nous, on a commencé à dessiner, à créer des motifs avec des artisans locaux, vraiment en concertation directe, aussi bien que pour l'élaboration technique et créative. Et ces motifs étaient assez complexes, ça nous a permis de mettre en place des formations pour les artisans, pour qu'elles puissent réaliser ces motifs, en même temps pour qu'elles puissent faire de très beaux tissages, arriver à un niveau d'excellence en fait. Et ce niveau d'excellence, c'est ce qu'on peut promouvoir aussi sur le marché international, c'est ce qui devient cohérent. On ne prend pas seulement ce qui existe, on ne s'inspire pas du patrimoine local, on fait des objets avec, mais on travaille vraiment de manière à améliorer le tissage et d'y apporter aussi une innovation, ce qui permet d'être cohérent. Voilà, les formations qu'on propose en fait dans le centre d'Africatis, pour les artisans Touareg, quand tout le début, il y a eu que la phase créative, donc après on est en train. Ce qu'il faut savoir par rapport à les entreprises, c'est que les 20 artisans qui sont rentrés, qui ont participé à la résidence artistique, ils ont été sélectionnés en fonction de différentes qualités, compétences professionnelles et personnelles, de manière à pouvoir ensuite jouer un rôle de formateur. Donc, ils sont considérés comme de futurs formateurs, et normalement, ils sont sortis de la résidence en ayant pris conscience de ça. C'est-à-dire qu'à eux ensuite de transmettre toutes les nouvelles connaissances acquises, les nouvelles techniques maîtrisées ou découvertes dans le cadre de cette résidence à d'autres artisans pour qu'on puisse avancer progressivement un changement d'échelle et aller jusqu'au 200. Parce que par exemple, au mois de novembre, il y a la Fondation IKEA qui finance pas mal de projets sociaux en fait au sein des camps, qui est un des plus gros partenaires financiers du Haut Commissariat pour les réfugiés. Et en même temps, nous devons approcher pour essayer de voir comment il y aurait la possibilité de faire une collection de capsules pour eux. Voilà, c'est pour 1, 2, 3 magasins IKEA. Mais déjà, ça suffirait pour avoir un volume qui fasse travailler 200 personnes, pas forcément à temps plein, mais au moins de façon régulière. Parce que ça peut fonctionner par rotation, sachant qu'en général, pour les Touaregs, ce sont des pasteurs, et donc du coup, ils ont aussi toute une activité d'élevage qui est liée en fait au travail de l'artisanat, notamment pour ce qui concerne le cuir. C'est un complément en fait lié à l'élevage. Et donc, du coup, voilà, ce changement d'échelle, c'est en s'appuyant sur les compétences des premiers artisans associés au projet qu'on va essayer de l'amorcer. Pour ce qui est des tisserands, mais ça va être à peu près le même programme, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a un volet qui est lié aux formations techniques, donc bien maîtriser les tissages, bien maîtriser les teintures, en général elles teignent aussi. La couture, on va essayer de tout faire pour essayer d'avoir la même chose que la couture, de manière à ce que tout soit fait sur place. Mais ensuite, il y a un accompagnement pour savoir qu'est-ce que c'est que le contrôle qualité, qu'est-ce que c'est que de répondre à des commandes, qu'est-ce que c'est que de répondre à un cahier des charges, tout ce qui est lié à la culture entrepreneuriale aussi. On a dit au début que ce
souvent elles vendaient, mais sans vraiment avoir calculé les coûts de revient, les coûts inhérents en fait à leur travail. Et donc, du coup, les accompagner aussi avec des formations qui sont plus liées sur le volet entrepreneurial pour que quand elles ne produisent pas pour nous, d'ailleurs, le prix, on le construit avec elles, à chaque fois en concertation avec elles, tenant compte de la difficulté, elles nous disent: ah, mais ce motif-là, vraiment, il est trop dur, non, c'est cher payé, bon, ok, on l'augmente. Par contre, on attend derrière de la qualité. Donc, en général, on est toujours sur le prix qu'elles demandent. Donc, voilà. Donc, on est plus pour l'instant là-dessus que sur la partie compétitivité sur le plan international. Et donc, du coup, voilà, les formations, c'est formation à la fois technique, formation entrepreneuriale pour qu'elles puissent être en mesure de répondre à des commandes et en mesure de mieux se réaliser elles-mêmes en tant qu'entrepreneur pour la partie sur laquelle elles restent autonomes. Mais c'est difficile de faire sans formation. Après, c'est des gens qui ont déjà des savoir-faire, mais on peut peut-être l'appeler autrement, mais c'est un accompagnement vers le changement. Ces formations sont plutôt un accompagnement pour aller sur d'autres types de marchés avec d'autres attentes. Et donc, du coup, on soit sûr de construire ce parcours vers le changement ensemble. Et l'autonomie aussi. L'autonomie aussi, c'est avoir des revenus réguliers. De façon un peu basique, on a déjà ça, parce qu'en fait, on est dans le secteur informel, l'artisanat, 99% de l'artisanat, en fait. Donc, c'est trouver aussi un espèce de compromis entre la précarité, ça c'est le mauvais côté du secteur informel, mais en même temps une certaine souplesse, qui des fois peut être arrangeante, notamment pour ce qui est de la conciliation vie familiale, vie au travail, vie professionnelle. Donc, du coup, c'est essayer de garder cette souplesse tout en essayant de limiter cette précarité. Pour l'instant, en fait, on n'a pas, nous, les avances qui sont en coordination dans le centre. Pour l'instant, c'est pas salarié. Les salariés, ce serait compliqué aussi parce qu'en fait, c'est pas dans la façon de penser l'artisanat. Donc, du coup, si on doit payer au moins, ça va être beaucoup de changements, en fait. Donc, c'est essayer de pallier à ça avec la mise en place d'une épargne solidaire, la mise en place qu'il y ait un revenu qui leur soit reversé, la mise en place d'une coopérative avec un intéressement sur les bénéfices. C'est tout ça qui permet de limiter cette précarité, mais tout en restant quand même sur une logique qui est pour l'instant la leur. Il y a aussi une chose par rapport aux collections. Nous, on a commencé à lancer une collection, la première, avec des motifs assez complexes à réaliser. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que certaines femmes, c'était une motivation, elles étaient hyper fières des motifs qu'elles réalisaient parce qu'ils étaient beaux. Mais il y a certaines, par exemple, qui ont plus de mal, qui sont moins motivées. Donc nous aussi, on adapte nos collections, les tissages en fonction, pour qu'il y ait le plus grand nombre aussi qui puissent travailler, c'est-à-dire sur des tissages compliqués, mais à certains moments sur des tissages beaucoup plus simples, beaucoup plus basiques. On travaille plus sur des rapports de couleurs, par exemple du linge de maison, qui permet à un plus grand nombre de femmes de travailler sur différents degrés de difficulté. En fait. Donc nous aussi, on est obligé de s'adapter en fonction des demandes. D'autres questions peut-être ? Moi j'ai une question, mais du coup je sais pas, je suis arrivée un peu tard, donc je suis désolée. Je voudrais savoir comment se passe après, est-ce que vous les accompagnez, vous les aidez pour tout ce qui est la construction du produit, mais après, comment se passe la commercialisation? Est-ce que c'est vous qui prenez ça en main ou est-ce que vous êtes distribué? Est-ce que vous avez des collections capsules ou vous avez vraiment des points de vente un peu partout, vous essayez de en avoir? C'est différent, je crois, pour Panafrica qui a déjà été très vite sur un gros réseau de distribution. Pour être relatif, mais quand on est sur la production artisanale, dans les petits ateliers, ça reste quand même un délire. Nous, on était plus enfants, gentiment, de manière à tout construire, en fait, d'avoir une maîtrise des capacités de production. Donc là, on avait une volontaire avec un profil plus de styliste, costumière qui était sur le terrain, et qui, elle, a vraiment travaillé sur l'observation, sur plein de données empiriques, en fait, avec ce qu'elle a utilisé ensemble, qu'elle a dit quasiment, de manière à ce qu'on sache sur quel volume on pouvait s'engager, en fait. Et donc, du coup, on
prennent pas le risque de dire oui à tout, c'est vraiment un super succès. Et donc du coup, on a pris ce temps-là, en fait, on a pris le temps de la structuration, et là, on se sent prêt. D'accord. Donc on va sur le salon des objets, en fait, on va commencer la prospection jusqu'à l'année dernière, on avait testé ça plutôt en direct, de manière aussi, parce que le coût de revient, c'est plus compliqué aussi à calculer quand on est sur la caméra, on crée des médianes, parce que souvent les femmes, le taux d'absentisme aussi peuvent être en jeu, et puis qu'on veut quand même être sur un prix juste à la journée. Donc du coup, en fait, et on est sur un prix, une rémunération au mètre. Et donc du coup, on est obligé de faire des moyennes pour que celles qui sont super rapides, si on leur donne un prix à la journée qui, elles, va leur correspondre, va les satisfaire, celles qui sont plus lentes seront par contre extrêmement pénalisées. Donc on est obligé de travailler sur ces médianes-là pour justement que les essais ne soient pas trop écartés. C'est le moment où on calcule nos coûts de revient. Et donc du coup, en fait, c'est pour ça qu'on a vraiment pris le temps de l'observation pour créer ces médianes qui nous permettent, nous, de fixer un prix de revient. On était avec beaucoup plus de marge quand on était sur la vente directe. À partir du moment où on va aller sur la vente à des distributeurs, là, ça va devenir très connu. On ne peut pas trop se planter. Parce que, je pense que, on est aussi sur deux projets différents, puisque c'est une version, enfin, vous adaptez, c'est artisan par artisan, et en fonction de ses compétences, capacités, produits. Là, on est sur un atelier et un produit. oui. Donc du coup, c'est pas les mêmes vitesses, c'est pas... Je savais pas trop quelle Non, étape c'est pas vous en étiez. Nous, c'était un peu différent en termes de distribution, on y allait un peu plus tête brûlée, quoi. Parce que nous, à on avait fait un prototype en fait au tout début. Je sais pas, nous on a quitté notre job en juillet 2015. En septembre, on était au Who's Next. Donc on avait passé 2 mois pour trouver les ateliers et tout. Et on avait les prototypes, mais qui ne ressemblaient pas du tout à ce qu'on a vendu après en fait. Et on s'est dit bon, il faut y aller parce qu'une fille nous avait dit ouais, si vous voulez vendre, c'est important d'aller au Who's Next et tout. On n'a pas trop réfléchi. On y est allé mais on pensait pas, pour nous c'était surtout pour nous faire connaître et tout ça, on pensait pas vendre autant. Et c'est vrai que du coup, ça nous a mis un peu de pression, quoi. Après 4 jours de Who's Next, on s'est dit bon, on a vendu, on avait des gros distributeurs qui étaient venus nous voir, etc. En gros, après Who's Next, on avait, je sais pas, peut-être une 50aine de points de vente à livrer en janvier. Et on s'est dit bon, on va y arriver, et puis après on est retourné voir notre atelier, on a mis tout en marche, etc. Mais c'est vrai que c'était compliqué, quoi. C'était compliqué, il a fallu derrière. J'avoue que les nuits, elles étaient un petit peu courtes. Elles étaient un peu courtes et beaucoup de stress. Justement, vous avez senti que c'était une adhésion au produit ou au projet en général, les deux, ou est-ce que nous, on a... Déjà, il ne faut pas se mentir, le produit plaît et il plaît aux gens, et je pense que c'est important, quoi qu'il arrive, quand on fait une marque, c'est bien d'avoir un projet intelligent, je pense, c'est important. Pour nous, c'était important. Après, c'est avant tout le produit qui va inciter un client comme vous à acheter ou une boutique à se dire demain, je vais l'avoir en boutique et mes clients vont acheter facilement ce produit-là parce qu'il plaira. D'abord, on se fait plaisir. Et d'abord, on se fait plaisir. Après, ce qui est vrai, c'est que les deux comptent. J'ai envie de dire qu'il y a une boutique ne va pas acheter un produit, un client ne va pas acheter un produit juste pour le projet qu'il y a derrière. C'est assez rare. On l'a peut-être un petit peu vu sur notre crowdfunding quand on était sur Ulule. On a vendu beaucoup de paires de chaussures. On a eu quelques personnes, je pense, qui ont acheté le produit plus pour le projet que pour le produit. Mais après, quand on est dans la vie, on va dire en boutique ou sur ton e-shop pour vendre ton produit, si le produit ne plaît pas, tu ne le vends pas, même si tu as un beau projet derrière. D'ailleurs, il y a beaucoup de marques qui ont des projets, qui avaient des projets sympas, etc. Un produit qui ne plaisait pas ou qui n'était pas. Je sais pas, qui ne correspondait pas à une tendance ou qu'on sait rien et qui se sont plantés. Donc c'est important aussi de ne pas oublier effectivement l'aspect créatif, toute la direction artistique qu'il y a derrière une paire de chaussures, etc. et collection après collection. C'est ça qui est compliqué. Tout en maintenant l'engagement de départ du projet justement. On va devoir clôturer. Ah, Je suis désolée, parce que je vois qu'il y a des intervenants. Alice, je vais poser la dernière question. Du coup. Moi aussi, je suis désolée, j'ai raté le début de la table. Alors peut-être que vous avez déjà répondu. Mais quand on crée une marque ici, en France ou même en Europe, on pense d'abord au développement en termes de distribution, au développement local. Et je voulais
savoir si vous y pensez pour les pays avec lesquels vous travaillez, parce qu'on sait bien qu'en Afrique, par exemple, les gens malheureusement ne se choisissent pas des produits locaux. Et voilà, je voulais savoir si vous avez pensé sur travailler là-dessus aussi. Par rapport au marché local, c'est-à-dire est-ce qu'on va vendre oui, il y a déjà un intérêt en fait. Mais bon, après, ce qu'il faut voir, c'est que nous, le pays s'appelle le Burkina Faso. Le Burkina Faso, en général, ceux qui vont au Burkina Faso, c'est parce qu'il y a un projet humanitaire derrière, mais qu'il n'y a pas la mer, c'est hyper enclavé, donc la mer, elle est la mer la plus proche, à Dijon, à 1200 km. Voilà, que le climat, c'est pas génial. Donc du coup, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de tourisme, quasiment il n'y a pas de tourisme. D'autant plus qu'il y a des attentats, il y a des enlèvements, il y a tout ça. Même les humanitaires qui vont de moins en moins, et que le niveau de vie local fait que quand on est dans le pays du pauvre, forcément il y a quand même une classe riche, parce qu'on voit ça partout en Afrique, mais qui a tendance en fait à snober un tout petit peu tout ce qui est produits locaux, ou qui s'y intéresse à partir du moment où ça cartonne à l'international. Donc je pense qu'on arrivera encore mieux à cibler la classe aisée burkinabé, ou même les locaux burkinabé qui sont dans le pays. À partir du moment où ça cartonne à l'international, un côté comme ça, qui a été observé, et je pense que ce sera le cas pour nous aussi. C'est une bonne question. Enfin, nous, je réponds juste en 2 mots, mais nous, effectivement, c'est quelque chose qu'on souhaite développer. Bon, on est déjà sur le pays de production Maroc, on est déjà en point de vente dans la ville du produit, donc qui permet d'ailleurs qui fonctionne bien. Et après, en Afrique de l'Ouest, où sont pas mal de nos fournisseurs, on a beaucoup de demandes pour vendre là-bas. Le problème, c'est quand tu es une marque, il faut se structurer. Il y aura un thème particulier à faire sur notamment le continent africain, les transports intra-africains, les questions de douane, des douanements, etc., qui sont extrêmement compliqués. Et du coup, vendre en soi, c'est pas très compliqué par rapport à toute la logistique que ça nécessite en fait. Donc nous, typiquement en Côte d'Ivoire, on a eu des approches pour la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Nigeria, etc. Mais c'est les pays, il faut les prendre les uns après les autres, il y a des problématiques qui sont différentes. Ça reste un grand continent, l'Afrique. Et déjà entre 2 pays d'Afrique de l'Ouest, ça peut être les mêmes taux de douane, etc. Et puis il faut se structurer un petit peu. Et c'est un peu l'inconvénient de temps en temps de l'Afrique, en tout cas la partie que je connais, qui est plus l'Afrique de l'Ouest subsaharienne, c'est que c'est souvent un peu, on va dire, bordélique dans la manière de vendre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va contacter, tiens, je vends des chaussures, qui va t'acheter 100 paires, parce que là-bas, un peu plus qu'ici en France, par exemple en Côte d'Ivoire, tout le monde entreprend, donc tout le monde peut acheter 100 paires de chaussures, les vendre dans son appartement comme ça, etc. Donc c'est cool parce que tu vois que le produit peut plaire. En revanche, quand tu es une marque et que tu sais qu'attaquer un marché c'est compliqué, il faut savoir structurer un petit peu aussi, pas y aller n'importe comment et tout, donc ça prend un peu de temps, mais c'est une vraie, enfin pour nous c'est une vraie ambition. Merci beaucoup. Merci.